Bienvenue dans votre 19h dans lequel nous reviendrons ce soir sur la visite d'Annick Girardin. La ministre des Outre-mer est arrivée ce matin sur notre île. Rencontres, annonces, manifestations et interpellations. Analyse en plateau sur cette première journée avec Pierre Bellucci et réaction sur cette première visite ministérielle du quinquennat Macron avec Issa Abdou Issa, le vice-président du conseil départemental chargé du social et l'invité de la rédaction. Merci d'être avec nous. Voici les titres de votre JTM. Annick Girardin a posé le pied sur le territoire ce matin et le moins que l'on puisse dire, c'est que son programme était chargé. Après une visite au lycée de Pamandzi, elle s'est rendue au conseil départemental à la rencontre des élus afin de signer une convention ô combien importante pour les PMI du département. Retour sur les premiers pas d'Annick Girardin en ouverture de votre journal. À Mayotte, le nombre de naissances a fait un bond de 45% entre 2013 et 2016, positionnant le CHM comme la première maternité de France. Mais qui sont ces bébés? C'est la question que s'est posée l'INSEE dans sa dernière étude et les résultats ne surprendront personne. Les 3/4 des enfants nés en 2016 sur le territoire ont une mère de nationalité étrangère. Plus d'informations au cours de cette édition. Un séminaire a eu lieu ce matin au cinéma Alpaggio pour faire le point sur le projet d'expérimentation d'itinéraires techniques alternatifs pour le reboisement de Pazza. Financé par l'Europe, l'État et le conseil départemental, l'objectif est de tester différents itinéraires de culture et de plantation d'espèces indigènes pour le reboisement de ces zones érodées. Reportage. Annick Girardin est à Mayotte. La ministre des Outre-mer a atterri ce matin dans le département. Une arrivée notamment très attendue à l'aéroport de Pamandzi où un comité d'accueil lui était réservé. 4 jours de visite pour la ministre et un emploi du temps bien chargé pour sa toute première visite sur le territoire. Retour sur la matinée avec Bastien Sabouret. Une arrivée sous le soleil, mais un accueil glacial. Interpellée par les enseignants sur l'attractivité du territoire en éducation, la ministre des Outre-mer tente de trouver la juste température. J'arrive juste à Mayotte, c'était pour moi une priorité, j'en ai fait mon deuxième déplacement outre-mer parce que tout le monde connaît la situation de Mayotte. Ensuite, il fallait apporter un certain nombre de réponses et je peux vous dire qu'il y a eu de nombreuses rimes sur la question de la fonction publique à Mayotte et il y a eu beaucoup d'avancées, même si on n'a pas répondu à l'ensemble des demandes qui ont été faites et portées par de nombreux syndicats et on regardera comment on peut encore avancer sur la question de l'attractivité. Première passe d'armes entre Annick Girardin et les enseignants. La ministre se rend ensuite à Dzaoudzi l'abattoir où honneur et hommage sont rendus aux militaires avant de partir à nouveau à la rencontre des enseignants et parents d'élèves mécontents du système des rythmes scolaires. Au niveau de rythme scolaire, nous les parents, on est très inquiets au niveau de l'étude de nos enfants parce que nous avons remarqué depuis 3 ans que le rythme scolaire est mis en place. Nos enfants sont dans la rue. Pourquoi je dis nos enfants sont dans la rue? Parce que le rythme scolaire a été mis à Mayotte avec aucun moyen. On n'a pas de la cantine, il n'y a rien. Il n'y a pas de périscolaire? Il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. Le rythme scolaire, on nous a imposé, on veut bien, ça a été mis en place, mais il n'y a aucun moyen. Il y a eu ce choix qui avait été fait de revoir le rythme scolaire des enfants. Si vous avez entendu le ministre de l'Éducation, aujourd'hui, toutes les mairies ont la liberté, avec l'éducation nationale, de choisir leur rythme d'aménagement. Que ce soit Erasmus+, qui a aujourd'hui 30 ans, que ce soit les bourses qui existent, que ce soit les formations qu'on peut faire en métropole, les formations qu'on pourrait faire dans l'océan Indien, puisque je crois à une université de l'océan Indien, il faut la créer, il faut la monter, des filières pourraient se mettre en place ici à Mayotte. Et puis je leur ai dit aussi que leur avenir leur appartient et qu'ils doivent être ambitieux. Ils doivent être ambitieux, mais surtout ils doivent être tenaces. En fin de matinée, Annick Girardin prend la route du lycée de Pamandzi où une rencontre est organisée avec les lycéens et les représentants de la communauté éducative. La jeunesse, une priorité durant ce quinquennat.
Mais c'est toujours important d'aller à la rencontre des Mahoraises et des Mahorais, qu'ils soient manifestants, enfin syndicalistes, qu'ils soient élus, qu'ils soient simples citoyens. Il n'y a pas un ministre tous les jours et si on ne profite pas de cette occasion pour dire ce qu'on a envie de dire à celles qui représentent le gouvernement de ce quinquennat, c'est dommage. Donc c'est important pour moi. Moi je suis venue ici les entendre. Je suis venue prendre le pouls du territoire, mieux le connaître, mettre des images sur les dossiers que je traite, de manière à y répondre beaucoup plus pertinemment. Une ténacité dont aura besoin la ministre des Outre-mer durant une visite de 4 jours ô combien chargée. Une visite donc au pas de charge avec des dossiers brûlants pour la ministre des Outre-mer. Bonsoir Pierre Bellucci. Bonsoir Sonny, bonsoir à tous. On va y revenir dans quelques instants justement sur cette matinée assez mouvementée pour la ministre dans le département. Une ministre interpellée à plusieurs reprises durant la matinée lors de sa tournée. Je vous propose d'écouter cet échange entre Annick Girardin et les enseignants de l'île actuellement en grève lors de l'hommage aux militaires à Dzaoudzi l'abattoir. En fait, à chaque fois que vous venez ici, vous allez visiter des écoles nouvellement rénovées. Voilà, on vous fait un programme de touristes. Il faut voir les belles fleurs, les baleines. En fait, vous ici, vous venez voir les baleines. Alors là, je suis bien contente que vous parliez de ça, des baleines. Donc, non, vous allez là inaugurer une école. Je ne vous écouterai pas, vous ne m'écouterez pas. J'ai vu ça dans la presse. Oui. Annick Girardin va aller voir des baleines. Mais soyez fiers de votre biodiversité. Moi, je ne vais pas voir des baleines parce que je n'en ai jamais vu. Si vous venez pour les voir, c'est qu'on a. J'en ai chez moi tous les jours à Saint-Pierre-et-Miquelon des baleines. Je viens voir votre biodiversité parce que ce sont aussi des dossiers de financement. Ce sont aussi une chance unique de développer Mayotte pour le tourisme. Donc, mais madame, vous croyez que si nos enfants sont dans des écoles aussi pourries, ont une éducation aussi pourrie, ils pourront vendre les baleines? On fait un bon calendrier, on fait un bon trajectoire pour qu'on ne voit pas la misère qu'il y a à Mayotte. Parce qu'ici, c'est une situation de misère de la République. Ici, il faut mettre les mots dans les choses qui sont réellement. Ici, l'État nous impose... Moi, j'ai été élu chez moi. Moi aussi, je suis élu, madame. Alors écoutez, quand il y a un ministre... Là, moi, je suis élu. Là, c'est bien, vous êtes quoi? Moi, je suis conseiller municipal à la mairie de Sada. Alors, d'accord. Moi, chez moi, comment je fais? Et avec toutes les dotations que vous nous enlevez, dites-vous que vous nous mettez dans des problèmes. Dites-moi qui est venu aussi longtemps, de votre mémoire. D'accord. Donc personne, permettez-moi de pouvoir, permettez-moi aussi de dire que nos territoires d'outre-mer sont des exceptions et que ces exceptions-là, elles doivent être connues. Et le fait qu'un ministre se rende sur les lieux, eh bien, il y aura quelques photos. Et ces photos-là porteront peut-être ou donneront peut-être l'envie de venir à Mayotte. Faisons en sorte que les exceptions et faisons en sorte que les exceptions de la République ne soient pas les dégradations de la République. Parce que les exceptions de la République, notamment à Mayotte, parlons de l'éducation, on va y aller. Ici, il n'y a rien. Et à chaque fois, quand on vient, on nous fait des promesses. Mais quand les ministres arrivent, ou le président de la République arrive, comme par hasard, les routes sont refaites à neuf. C'est la première fois qu'une ministre vient discuter effectivement devant tous les collègues. C'est la première fois. Et merci pour cela et on le dira parce que c'est rare. Image signée Bastien Sabouret et Leslie Menet, un échange où on aura pu se rendre compte que Annick Girardin lit France Matin. Pierre, une ministre bousculée, pas physiquement mais verbalement, mais qui a tout de même le courage de ne pas se défiler. Oui, chahutée, elle a vraiment été chahutée, mais effectivement, et je crois que c'est ce qu'il faut retenir de cette première journée, notamment de cette matinée, c'est que la ministre, elle a été avenante, elle est allée au devant, elle n'a pas eu peur, bien au contraire, c'est vrai qu'il y a eu un peu de bousculade avec les forces de sécurité, mais elle a expliqué, ils sont là pour me protéger, mais vous voyez, je viens quand même vers vous. Elle a échangé pendant plus de 20 minutes, c'est pour ça qu'on a laissé couler, on a laissé un petit peu des passages pour qu'on soit un peu dans cette ambiance. C'était une ambiance un peu particulière où c'est vrai, ils ont été crus, ils ont été francs, mais ils ont aussi dit ce qu'ils avaient sur le cœur. Et c'est vrai que c'est aussi important, ils l'ont dit à la ministre des Outre-mer, donc c'est pas n'importe qui. Et je trouve ça vraiment très très bien. Je trouve aussi la démarche qu'elle a eue très très bien. Et on l'a vu à la fin, le secrétaire départemental du SNUPP le dit, c'est rare, c'est la première fois qu'on a une ministre qui est avenante comme ça et qui prend le temps de parler avec nous. Elle est très très en retard actuellement sur son programme, elle est encore au conseil départemental en discussion. Elle devrait être en train de rencontrer les partenaires sociaux depuis plus d'1 heure et demie, mais elle prend le temps, elle a voulu venir pour
pendant 4 jours, c'est beaucoup. C'est aussi très rare. C'est la première fois qu'on a une visite aussi longue. Elle va s'attarder, elle va prendre le temps, elle va rencontrer les uns et les autres. En même temps, elle n'était jamais venue à Mayotte, elle a tout à apprendre. Et c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de choses à lui dire aussi. Donc je trouve voilà, que cette première journée, sur cet aspect-là, maintenant on parlera peut-être ensuite aussi du contenu, de beaucoup de choses d'ici la fin de cette visite, mais en tout cas sur sa manière d'être, sur le fait d'aller au-devant des uns et des autres, de rencontrer, d'échanger. Je trouve que c'est vraiment quelque chose de très très positif. Merci Pierre pour votre analyse. Et en début d'après-midi, la ministre des Outre-mer s'est rendue à Vaïbé. Annick Girardin a posé la première pierre de la future protection maternelle et infantile avant la signature au conseil départemental d'une convention sur la PMI avec à la clé pour les départements une enveloppe de 120 millions d'euros en matière d'aide sociale à l'enfance. Les précisions avec Pierre Bellucci, Leslie Vumenet et Bastien Sabouret. La ministre a joué les apprentis maçons cet après-midi. Elle a en effet posé la première pierre d'une future PMI qui verra le jour à Vaïbé. L'après-midi a d'ailleurs été consacré à cette question de la protection maternelle et infantile, pour laquelle l'État va signer un chèque de 120 millions d'euros. C'est 120 millions d'euros qui viennent compenser aujourd'hui les compétences données au Conseil territorial en matière de PMI et de petite enfance. Pour donner l'élan qu'on a entendu là pour la PMI, mais aller aussi plus loin dans la politique de l'enfance. Je crois que c'était important aujourd'hui de faire cette annonce. Elle était attendue, elle était réclamée, c'était une nécessité et ça a été une de mes priorités dans l'organisation de cette visite. Direction le conseil départemental ensuite pour la signature de la convention PMI entre l'État et le département. Même si au-delà des 120 millions d'euros, c'est également la question de l'attractivité qui doit être prise à bras-le-corps. Sur la question du personnel de santé, qu'on soit effectivement à Mayotte ou ailleurs, la question se pose aujourd'hui. Il s'agit bien de l'attractivité du territoire, mais aussi de l'engagement de chacun. Et je crois que ce territoire, quand on le connaît, quand on l'a connu, quand on y vient, on a envie d'y servir. Autre sujet qui gravite autour de la protection maternelle et infantile, la problématique de l'immigration. En effet, la majorité des femmes prises en charge dans les PMI ne sont pas de nationalité française. Alors soyons très clairs, l'immigration comorienne, c'est une question que nous traitons. Et ce n'est pas parce qu'il y aura les quelques PMI supplémentaires qu'il y aura davantage aujourd'hui de Comoriens. Il y a un vrai travail à faire sur cette question et nous allons aussi l'entamer, mais ce n'est pas le sujet de cette étape d'aujourd'hui. Ce sujet, comme bien d'autres, reviendra à coup sûr durant ces 4 jours de visite, notamment lors de sa rencontre prévue samedi avec les forces de l'ordre du département. Bonsoir Issa Abdou. Bonsoir Amina Ariti, vous avez beaucoup changé. Merci pour ce compliment. Alors Issa Abdou, vous êtes le 4e vice-président chargé du social. À quel point ces 120 millions d'euros sont importants pour le département ? Soni Chamsuddin, c'est très très important parce que c'est une compensation que nous réclamions à corps et à cri, mais à tue-tête depuis 2006, année du transfert de cette compétence. Chez nous, d'abord le conseil général et puis le conseil départemental par la suite. Je dis souvent qu'il y a quand même que vous voyez ça, un transfert d'une compétence sans les moyens qui vont avec. C'est même illégal. Mais à Mayotte, c'est comme ça que ça se passe. Il faut se battre, il faut se lever de bonne heure pour aller réclamer ça. Nous, lorsque nous sommes arrivés en 2015, nous avons pensé qu'il faut plus que jamais mettre les bouchées doubles pour ça. Nous avons saisi l'IGAS, l'inspection générale pour les affaires sociales. Nous avons diligenté une enquête en interne et donc résultat des courses, un an plus tard, l'IGAS nous a expliqué que voilà ce qu'il vous faut en termes de compensation, au-delà même de l'autre aspect qui a consisté à nous organiser autour d'une DGA Enfance et Famille, eh bien, nous a dit avec exactitude l'IGAS qu'il vous faut 120 millions pour la compensation PMI, il vous faut 22 millions pour un accompagnement chaque année. La même mécanique, le même raisonnement était vrai pour l'aide sociale à l'enfance l'année dernière, puisque je vous rappelle que l'année dernière, nous avons eu la compensation pour l'ASE, l'aide sociale à l'enfance, et puis cette année, on est très fiers parce que là, on a la boucle est bouclée, on va dire. Alors, vous estimez que c'est une réparation pour le conseil départemental ? C'est une réparation tardive, mais une réparation tout de même, qui aurait dû venir plus tôt, mais il fallait qu'on aille la chercher, comme je vous l'indiquais tout à l'heure. Donc on peut considérer que
Enfin, l'État a joué sa partition et ça nous permet aujourd'hui surtout, et je crois que c'est ça le plus important, d'avoir les billes, les conditions pour exercer cette compétence qui est la première du département quand même, faut-il le rappeler, dans de bonnes conditions. Est-ce pour autant une somme suffisante pour répondre aux besoins des agents de la PMI qui, à plusieurs reprises, ont tiré la sonnette d'alarme, mais surtout pour la population? C'est jamais suffisant, mais disons que l'effort est conséquent quand même, il faut le reconnaître. Mais c'est vrai qu'après, il faut d'autres batailles derrière. Je pense notamment au fait que il faut, ce qui est vrai aujourd'hui à l'instant T ne le sera pas d'ici 2 ans. Et cette bataille-là, je vais la mener avec mes équipes pour que en 2019-2020, on tienne compte de la situation exacte du territoire à ce moment-là et pas celle calquée en 2015 ou 2016. Raison pour laquelle, par exemple, nous avons demandé à Dominique Voinet, qui est inspectrice à l'IGAS, par exemple, de réactualiser ces données pour que là aussi on soit fiable dans l'estimatif des besoins. J'ajoute juste une chose, c'est que il y a au-delà du fonctionnement, il y a l'investissement, les 20 millions, parce qu'on n'était pas sûr d'avoir la compensation cette année. Donc, on a dû amputer 20 millions de l'aide sociale à l'enfance pour pouvoir construire les PMI de la mandature, 10 au total. Et ça nous permet bien d'avoir non seulement les bâtiments, des investissements flambant neufs, mais avec cette compensation, et bien d'avoir une ambition en termes de fonctionnement. Je pense notamment au recrutement de médecins, d'infirmiers et de sages-femmes qui sont une denrée rare, mais qui sont ô combien importants pour le bon fonctionnement de ces structures. Une véritable avancée sociale, comme vous le dites. Restez avec nous, Issa Abdou. Alors, nous vous l'annoncions, une arrivée de la ministre très attendue et déterminante pour le 101e département. Un séjour où les doléances seront nombreuses à l'occasion de cette visite, notamment du côté des élus. Écoutons les attentes de Fatima Soufou, la 2e vice-présidente du conseil départemental, et Ramlati Ali, députée de la première circonscription. Les enjeux de Mayotte sont importants, que ce soit au niveau de l'éducation, que ce soit au niveau de l'économie, que ce soit dans tous les domaines, les enjeux sont importants. Et là, moi, je mettrai un accent particulier sur le transport à Mayotte. Il faut savoir que le transport, c'est un droit qui n'est pas acquis pour les Mahorais. Il y a d'autres choses qui ne sont pas acquises à la date d'aujourd'hui, mais moi j'insiste sur cet aspect de transport qui jusque-là a toujours été mis un peu de côté. Nous n'avons pas de transport en commun à Mayotte par exemple, et ça c'est un droit qui fait qu'un certain nombre de Mahorais n'ont pas accès à l'emploi par exemple, n'ont pas accès à la santé, n'ont pas accès à l'enseignement, à l'éducation parce qu'ils ne peuvent pas se déplacer convenablement. Ils n'ont pas une garantie de quitter chez eux à un moment et puis d'y retourner à un moment. On n'attend pas qu'un voyage officiel, on attend des annonces derrière. Donc on va peut-être l'entendre cet après-midi avec les soucis de la scolarité. On a vu les professeurs des écoles, le problème de santé à Mayotte, mais je sais qu'ils ont été bien imprégnés. Et puis la sécurité, ça a été mis dans le programme, mais on attend des choses concrètes sur le territoire. Issa Abdou, on a entendu les attentes de ces élus. Vous, quelles sont vos attentes lors de cette visite? Pour cette visite, pardon. Oui, peut-être préciser juste que Fatima Soufou est toujours première vice-présidente et pas 2e vice-présidente du conseil départemental. Moi. Merci pour la rectification. Ça lui fera plaisir. Mais non, mais les attentes sont nombreuses sur le territoire et en citer une, ce serait vraiment en oublier beaucoup. On va déjà, comme le disait Samuel Bocher, savourer déjà cette victoire liée à la compensation de la PMI parce que c'était pas gagné encore une fois. Et puis au-delà de ça, maintenant il faut penser au reste, c'est-à-dire que le territoire, je pense surtout à la sécurité, et ça devient infernal ce que nous vivons sur le territoire. On a eu l'occasion de lui dire cet après-midi dans l'hémicycle du Conseil général, en lui disant que la situation a atteint son paroxysme ici à Mayotte et que il y a des conséquences dans tous les domaines. Je veux citer celui que je connais le mieux, le social. C'est des médecins qui quittent souvent le territoire parce que il se trouve que la situation n'est pas stable, on n'est pas en sécurité à Mayotte. Voilà une question qu'on doit poser à la ministre et il faut vraiment que on y travaille là-dessus. Et vous voyez, la situation de l'enfance à Mayotte, par exemple, pour ne citer que cet exemple qui nous concerne ce soir, ça ne marchera ce plan-là, y compris si on a 620 millions, ça ne marchera que si on
la mission régalienne de l'État est jouée par ailleurs. J'entends par là que l'État doit sécuriser Mayotte, doit fermer ou en tout cas faire en sorte que les frontières ne soient pas un passoire. Et de la même manière, c'est ce qui nous permettra in fine de dire qu'avec les 120 millions que nous a accordés, nous pouvons raisonner d'une manière sérieuse sur un chiffre donné parce qu'il est fiable, parce qu'il sera le même d'ici un an. Mais si on ne fait pas ça, on pourra avoir des 120 millions tous les jours, mais ça ne résoudra pas le problème parce que demain, il y en aura beaucoup plus. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Issa Abdou, dernière question. Cette visite de la ministre est également l'occasion de préparer les prochaines assises des Outre-mer en France au mois de septembre prochain. De quelle manière comptez-vous vous faire entendre lors de cette visite? Elle a eu, je pense que elle avait aussi ça à nous vendre quand même, les assises de l'Outre-mer qui auront lieu le mois prochain, qui s'étaleront jusqu'au mois de décembre. Je pense que les enjeux du territoire qui sont colossaux, on vient à citer quelques-uns, mais il y en a beaucoup. Le président du conseil départemental, par exemple, il en a cité 3. Le toilettage institutionnel, qui est une nécessité pour ce département, qui doit être un vrai département de plein exercice avec tous les outils qu'il faut, et une région, parce qu'en 2009, les Mahorais se sont exprimés pour une collectivité unique avec la compétence de département et région, et nous avons de ça que le nom. Et il faut vraiment qu'on mette du contenu par rapport à ça. Donc le toilettage institutionnel, mais il a parlé aussi d'un aspect économique et social qui est le troisième pôle pour équilibrer le territoire. On pense au secteur centre vers le sud pour que le territoire soit équilibré en matière d'équipement. Voilà, donc, et puis la coopération régionale qui est un élément important pour nous. Voilà. On aura l'occasion d'en reparler. Merci Issa Abdou d'avoir accepté notre invitation. Ça fait un plaisir. Autre titre ce soir, la question de la natalité à Mayotte. Entre 2013 et 2016, le nombre de naissances a fait un bond de 45% dans le département le plus jeune de France. Un résultat qui positionne aujourd'hui le CHM comme la première maternité de France. Mais qui sont ces nouveau-nés du territoire? L'INSEE Mayotte s'est penché sur la question. Les détails de cette étude inédite à Mayotte avec Adèle Laurent. Ces 2 dernières années ont été marquées par un nombre de naissances record. En effet, alors qu'entre 2007 et 2014, 7000 naissances étaient comptabilisées sur l'île, en 2015, ce chiffre a atteint 9000 et en 2016, 9500. Soit le plus haut niveau de naissance jamais enregistré. Le nombre de naissances a ainsi augmenté de 45% entre 2013 et 2016. Une évolution notable dont nous parle Jamel Mekawi. On essaie de comprendre pourquoi les naissances avaient beaucoup augmenté, d'où ça venait. Et on voit que cette naissance est portée essentiellement par les femmes nées à l'étranger. En particulier entre 2014 et 2016, on est passé à 74% de femmes étrangères parmi les naissances, c'est une première chose. Et si on fait singulièrement un zoom sur les Comoriennes qui sont les plus nombreuses, le nombre de naissances de femmes natives des Comores a augmenté de 2000 entre 2014 et 2016. L'autre phénomène que l'on a constaté, c'est l'émergence en 2016 des femmes nées à Madagascar, qui sont passées entre 2015 et 2016 de 280 naissances à 470. En comparaison, la hausse des naissances issues de mères natives de Mayotte est très modeste. 100 naissances de plus en 2016 par rapport à 2014, soit une augmentation de 5%. Les 3/4 des mères des enfants nés en 2016 sont donc natives de l'étranger, mais ce chiffre est à relativiser. En effet, si la proportion de nouveau-nés dont au moins un des parents est français diminue nettement, leur nombre augmente, passant de 5200 en 2014 à 5500 en 2016. Parmi les enfants nés en 2016, 42% ont un père et une mère étrangers. On a en contraposé uniquement 19% des parents qui ont leur mère et leur père françaises. 6 enfants sur 10, on va prendre le contraposé, ont un parent français. Excusez-moi. Et donc, du coup, ils pourront accéder par filiation, dès leur naissance, à la nationalité française. C'est moins qu'avant. Avant, on avait 72% en 2014 de parents, dont au moins un parent était français.
Et parmi les départements français, c'est à Mayotte que la proportion de naissances de mères de nationalité étrangère est la plus élevée. Ça met en avant quand même ce phénomène particulier des mères natives de l'étranger ou des mères étrangères, qui est un phénomène totalement original. Si on prend par exemple les départements les plus proches en termes de taux, on a la Guyane, mais on n'est qu'à 51%. Et si on prend la Seine-Saint-Denis, qui est le département le plus peuplé d'étrangers en métropole, on arrive à 41%. Donc on voit bien qu'à travers ces éléments-là, on arrive à mettre en évidence les particularismes du territoire de Mayotte. D'autant plus que c'est la première fois que Mayotte est intégrée dans une publication nationale concernant les naissances. L'occasion de mettre sur le devant de la scène nationale la problématique de l'immigration à Mayotte. Merci d'être avec nous sur KTV. Je vous propose à présent de faire un état des lieux du reste de l'actualité de ce jeudi en bref avec Pierre Bellucci et Leslie Vimenet. Je suis favorable à la création d'un visa outre-mer à destination des ressortissants des pays voisins. L'idée serait de faciliter les modalités d'obtention d'un visa pour des raisons légitimes, le regroupement familial, la formation professionnelle, les déplacements pour des enjeux économiques, sanitaires et scientifiques. Un tel visa outre-mer permettrait de mieux maîtriser les mouvements migratoires. Tels sont les propos tenus par Annick Girardin mardi dernier lors du traditionnel dîner des 3 océans. Des propos qui depuis ont beaucoup fait réagir, notamment à Mayotte où la question de l'immigration clandestine reste brûlante. La ministre souhaite ainsi une coopération régionale plus efficiente, mais les relations politiques entre la France et les Comores n'y semblent clairement pas propices, comme en attestent les dernières sorties médiatiques des représentants politiques du pays voisin. De nombreuses entreprises de l'île ont été durement touchées par la grève au sein du groupe Total. Pour la laiterie de Mayotte par exemple, l'activité enregistrée au mois d'août est inférieure de 30% au budget et de 20% par rapport à l'année dernière. Si l'on ajoute à cela l'entrée en vigueur prochaine du Code du travail de droit commun, certains entrepreneurs tirent la sonnette d'alarme. Tout cela va engendrer un surcoût qui risque fort de porter atteinte au développement de centaines d'entreprises du département. Selon Thierry Gallarme, le président du MEDEF, les risques de tension sociale sont donc réels, sans compter le coût porté à une attractivité du territoire déjà en berne. Le patron des patrons compte ainsi alerter la ministre par le biais d'une note où il sera notamment question de l'instauration de la zone franche, qui constitue une promesse de campagne d'un certain Emmanuel Macron. Dans son numéro 11 de septembre-octobre 2017, le magazine Plongée met Mayotte à l'honneur. En effet, la une est consacrée au Ray Manta de Mayotte et au travail de l'association Atoll au travers de son projet Manta. Mayotte mystérieuse Manta. Par cette une, le magazine leader en métropole sur le créneau de la plongée sous-marine propose 6 pages explicatives sur les Ray Manta de Mayotte, l'aspect scientifique, le travail d'Atoll depuis 5 ans, la protection de l'espèce, etc. Le magazine est disponible dans toutes les librairies de Mayotte et métropole et en ligne sur le site www.plongée.fr. Il fait office de magnifique vitrine pour le département en montrant les richesses de la faune marine que possède le lagon Mahorais. Direction Mamoudzou au cinéma Alpajo se tenait ce matin un séminaire de présentation et d'échange sur un projet d'expérimentation de reboisement des Padzas. Une rencontre organisée par le conseil départemental en partenariat avec l'Office national des forêts, le Conservatoire botanique national des Mascarins ainsi que le laboratoire INOC en vue de redonner une seconde vie aux terres arides du département. Un projet qui se décline en 2 phases dont la première s'étendait de 2015 à 2017. Les précisions avec Amina Hariti et Leslie Vimenet. Cette première phase aura surtout permis de faire le point sur les espèces susceptibles de participer au reboisement des Padzas. Ainsi, sur les 17 espèces initialement répertoriées, 9 ont été retenues en raison notamment de leur fort taux de germination. C'est un projet expérimental et donc c'est un projet qui est en plusieurs phases parce qu'on avance à petits pas, on essaye d'utiliser des techniques novatrices pour augmenter nos chances de réussite de l'intégration d'espèces locales, indigènes, pour maintenir le couvert forestier de Mayotte. Les résultats obtenus lors de cette première phase constituent donc une base de travail plutôt concluante pour entamer la deuxième phase. Il s'agira ainsi de 2017 à 2019 de mettre en production les plants obtenus, des plants provenant de 2 espèces de mycorhizes et de 9 autres espèces plurispécifiques. Là, en l'occurrence, nous, on essaye de répondre à une demande croissante de maintien de la biodiversité, du nombre d'espèces exceptionnelles
que Mayotte possède. Donc là, l'idée, c'est d'utiliser différentes espèces pour reboiser le padza et pas simplement des espèces exotiques qui ont eu un vrai succès par le passé. Un projet d'une importance capitale pour l'île aux lagons. Face à des phénomènes climatiques et à l'action humaine de plus en plus menaçants, la prévention et la sensibilisation restent incontournables. Ce projet, il est expérimental certes, mais il s'intègre aussi dans les différentes missions du département. Et le département, il ne fait pas que ça. Donc nous, sur le terrain, au niveau du service forêt, on a 16 agents assermentés qui sillonnent les forêts départementales pour sensibiliser les personnes qui effectueraient des défrichements, etc. et pour prévenir la dégradation du milieu forestier. Donc ça, c'est un travail de terrain qui est couramment effectué. Ensuite, au niveau de la sensibilisation, c'est ce qu'on essaye de faire avec des séminaires comme aujourd'hui, c'est de discuter de ce qu'on fait, de montrer l'effort qu'on fournit pour trouver de nouvelles solutions et se tourner vers l'avenir avec la conservation de la biodiversité. Reste à espérer que cette deuxième phase portera ses fruits en contribuant au reboisement effectif des padzas. À l'issue de celle-ci, une troisième phase pourrait même être envisagée. Là, on est vraiment justement sur des expérimentations qui nous permettent d'acquérir une connaissance et cette connaissance, on va la mettre en application pour reboiser à grande échelle. Donc ça, c'est la phase 3. La phase 3, c'est de savoir, c'est de pouvoir mettre en application ce qu'on va apprendre sur des surfaces plus importantes, sur différents types de padzas. Parce que pour le moment, les padzas concernés sont le padza de Kahani et puis pour la plantation, le padza de Bandrakoni à Aqua. Donc en fait, l'idée, c'est de pouvoir utiliser ce qu'on sait sur d'autres padzas. Le projet, dont le coût s'élève à 130 000 € pour la première phase et 300 000 pour la seconde, a bénéficié du soutien financier de l'Europe à hauteur de 75 %, mais également de celui de la DEAL et du conseil départemental. Merci de votre fidélité. Fin de ce journal. Retour de l'information dès demain matin, 6 h avec la matinale de Kwesi qui reviendra largement sur cette visite de la ministre des Outre-mer. Je vous retrouve à 19 h pour un nouveau chapitre de votre actualité. Excellente soirée à tous et à demain si vous le voulez bien.